est composé de plusieurs autres collègues, je pense, qui ont participé à la rédaction de ce cas clinique. Et nous avons initié donc ces cas qu'on a appelé ECG du mois. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on a même appelé cas rythmo du mois. Donc, je pense que c'est pour être un peu plus global, puisque ça peut aller au-delà de l'interprétation d'un électrocardiogramme, comme vous allez le dérouler. Donc, avec la pandémie, malheureusement, on ne peut pas se voir comme ça en live, mais on va tout faire pour que cet exercice soit la plus interactive possible, donc pour qu'on puisse interagir. Et donc, il ne faut pas hésiter à participer. Je pense que pour le reste du groupe rythmologie, donc il faut que nous, le principe c'est que nous tous qu'on co-anime donc cette activité-là, mais en même temps les autres aussi qui ne sont pas rythmologues, donc c'est de participer parce qu'il y aura quelques questions qu'on va poser, etc. Et les gens auront la possibilité donc d'interagir en ligne. Et puis ne pas hésiter, puisqu'il faut sortir d'ici de ce cas avec peut-être des connaissances qui vont rester en pratique et qui vont être utilisées donc pour la pratique quotidienne. Donc sans plus tarder, puisqu'il s'agit d'un ECG du mois, je vous présente le cas. C'est un patient de 47 ans donc qui a des antécédents de mort subite chez une tante et un oncle maternel, qui est adressé par une urgence cardio pour un état de mal syncopal. Je me rappelle bien de ce patient que nous avons reçu avec le docteur Taban et le docteur Sangaré, qui est même actuellement connecté, que je vois connecté, du Mali. Et donc, on l'avait reçu parce que dans un tableau dramatique, puisqu'il était tombé, il avait fait une syncope, il était tombé sur son enfant de 5 ans, donc qui était complètement traumatisé. Et il y avait plusieurs épisodes de syncope qui ont précédé donc, cet épisode qui l'a amené à l'hôpital. Donc, il a été reçu par urgence cardio qui nous l'a référé parce qu'il avait trouvé des anomalies électrocardiographiques. Chez la maman, à part ses antécédents donc, pathologiques chez la tante et l'oncle maternel, et il n'y avait pas d'antécédents personnels, à part aussi quelques épisodes de syncope avant. Il y avait aussi une notion de palpitation chez la mère. L'examen clinique chez ce patient a retrouvé, l'examen rapide, puisqu'il est venu dans ce tableau, dans ce contexte donc de syncope, on a examiné rapidement, on a juste trouvé une bradycardie qui était à 48 battements par minute, qui était irrégulière. Ailleurs, l'examen rapide était normal. Il y avait, quand on a scopé le patient, on a vu qu'il y avait des accès d'extracystoles ventriculaires non soutenus au scope. Et donc, voilà son électrocardiogramme. Bon, je vous invite à bien regarder l'électrocardiogramme parce qu'il y aura des questions après pour l'interprétation, puisqu'on parle de CG du mois, il faut que les gens participent. Voilà l'électrocardiogramme quand le patient est venu. Donc, il faut bien regarder. Après, nous allons poser donc les questions. Alors, que vous inspire cet électro? Est-ce que vous voyez bien le sondage? Le lien pour répondre? Allô? Le lien pour le sondage, on ne le voit pas. On voit bien, hein? Bien? C'est avec le micro, ah, non? vous voyez bien le lien? Sondage 1, ECG percritique. Vous l'avez vu ou pas? Oui, ECG percritique, oui. Mais pas le sondage, hein? Pas le sondage, mais on voit ECG percritique. Est-ce que vous voyez le sondage? Voilà. Oui, c'est venu. C'est arrivé. Maintenant, vous pouvez répondre. Voilà. Oui. Vous pouvez répondre. C'est anonyme. Hein? On ne va pas vous... C'est anonyme. Vous pouvez dire ce que vous voulez. D'accord. Donc, vous avez 3 minutes. D'accord. D'accord, ok. Oui, mais excusez-moi, le sondage a été trop tôt lancé. On n'a pas assez vu le CG, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire revenir mais l'image? vous ne voyez plus le CG? Non, on voit, mais c'est donc, quand il y a le sondage, on ne voit que le sondage. Donc, on attend un peu avant de le lancer. Je pense que chacun d'entre nous pourra déplacer la fenêtre de sondage sur le... Si vous désirez. Oui, non, soit on saute le sondage, soit on revient à le CG. Mais si on déplace, tu ne pourras pas plus revenir au sondage après. Non, mais en fait... Non, mais il faut juste déplacer, Déplacer le sondage sur le côté de votre écran, comme ça vous permet de visualiser.
C'est ça. BAV haut degré. OK. Ouais, c'est bon. OK. Bon, je laisse les gens réfléchir. Vous avez l'électro. Bon, il pleut à Saint-Louis. Hein. J'espère que la pluie ne vous gêne pas. Ça pleut pas ici. Non, pas du tout. C'est bon? On peut avancer? 2 minutes? Oui. Oui, oui. D'accord. Donc, on va mettre fin au vote. Et puis voilà les résultats. Bon. Il y a 15% qui disent qu'il y a une tachycardie ventriculaire avec des pauses. Bon. Normalement, s'il y a une tachycardie ventriculaire, vous êtes d'accord avec moi que il y aura une dissociation auriculo-ventriculaire dans une tachycardie ventriculaire, puisque le rythme vient du ventricule. Donc, il n'y a pas une association entre l'oreillette et le ventricule. Oui. Donc, ici, c'est une tachycardie à QRS large. Je suis d'accord. Tachycardie à QRS large, jusqu'à la preuve du contraire, ça peut être une tachycardie ventriculaire. Mais si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Est-ce que vous voyez la flèche? Sur le Oui, on voit bien la flèche. D'accord. On voit bien qu'il y a quand même des activités auriculaires devant chaque complexe ventriculaire. C'est-à-dire, ce complexe ventriculaire-là, il y a quelque chose devant. Celui-là, il y a quelque chose devant. Celui-là, il y a quelque chose devant. Celui-là, il y a quelque chose devant. Même si les deux là, il y a une différence, mais on voit chaque fois quelque chose devant. Donc, on ne peut pas dire que le rythme ventriculaire, c'est-à-dire le QRS, vient d'une activité ventriculaire. Mais puisqu'il y a toujours une onde de paix devant, on peut penser qu'il n'y a pas de dissociation. Donc, il n'y a pas de tachycardie ventriculaire. Ça, c'est un argument qui n'est pas en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Alors, une tachycardie ventriculaire, l'autre élément, c'est qu'il y a une concordance des QRS de V1 à V6. Bon, ici, on a V1 négatif, vous voyez, V6, c'est positif. Vous voyez, donc, ce n'est pas en faveur ça d'une tachycardie ventriculaire. Le cardiovasculaire de 20 à 26, soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc, ça, habituellement, bon, ce n'est pas absolu, mais habituellement. Et le QRS est globalement large dans une tachycardie ventriculaire. Alors qu'ici, on a peut-être, effectivement, le QRS est large, mais on a un petit affinement au niveau du sommet du QRS. Donc, tout ceci n'est pas en faveur. Maintenant, les autres membres du groupe, si vous avez des arguments aussi, vous pouvez réagir. Hein. Vous pouvez me couper et réagir. N'hésitez pas à prendre la parole. Ça, c'était l'argument pour refuter la première proposition, c'est-à-dire une tachycardie ventriculaire avec des pauses. Un BAV haut degré, il y a 15% des personnes qui ont dit qu'il y a un BAV haut degré. Mais si on dit BAV haut degré, ça veut dire que un coup sur deux ou X coup sur Y, il y a un blocage de l'onde de paix. C'est-à-dire onde de paix suivie de QRS, onde de paix bloquée, ou deux ondes de paix bloquées pour une onde de paix suivie de QRS, etc. Donc, c'est séquentiel et c'est rythmé. Bon, ici, on voit que ce n'est pas du tout rythmé parce qu'on a cette onde de paix, on peut penser que c'est bloqué. Le suivant conduit. Après, on a une conduction et après, il y a un bloqué. L'autre, le suivant est suivi de QRS, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est un haut degré. Même si à moins que si j'avais ajouté un BAV haut degré. Bon, attention. Mounir, tu m'aides pour régler le problème des micros. Tu peux, non? C'est bon, on règle ça. Bon. D'accord. Donc, effectivement, on peut penser à un BAV au degré paroxystique. On peut le penser parce que un coup, c'est bloqué, un coup, ça vient. Après, il y a une conduction qui se fait. Mais ce qui n'est pas en faveur, c'est que vraiment, c'est sur 1, 2, 3 fois, on a vu l'aspect. Après, donc, on ne peut pas... Et il n'y a pas que ça dans l'électro pour être complet. Un BAV complet paroxystique, bon là, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un BAV complet. Parce qu'un BAV complet, il n'y a aucun rapport
il n'y a aucune association entre les auriculogrammes et les ventriculogrammes, alors que ici, chaque ventriculogramme est précédé donc d'une activité auriculaire. Donc, on ne peut pas dire que c'est un BAV complet. Alors, BAV du deuxième degré, un BAV du deuxième degré paroxystique, on peut le dire parce qu'on voit que de manière inopinée, de temps en temps, une onde de paix sans qu'on s'y attende est bloquée. Donc, ça, on peut effectivement dire que c'est un BAV au degré paroxystique. Mais si on avance dans le raisonnement, on peut être plus complet. Ici, la réponse E, où il y a 30% de répondants, ils ont dit un BAV du deuxième degré paroxystique, c'est-à-dire deuxième degré type 2, paroxystique, associé à une préexcitation ventriculaire. Donc, pourquoi préexcitation ventriculaire? Parce que éventuellement, il y a donc l'intervalle pair qui est court. Effectivement, quand on regarde bien, l'intervalle pair est partout court. Si cet intervalle pair existe, il est court. Donc ça, on peut le dire. Maintenant, le problème, c'est que est-ce qu'il y a une préexcitation ventriculaire? Il y a un pair court, mais est-ce qu'il y a une préexcitation ventriculaire? Bon, ça, c'est moins sûr parce que regardez cette onde de paix-là. Cette onde de paix par rapport au QRS, le pair est à peu près normal. Et c'est pratiquement le même aspect QRS. C'est vrai que c'est un peu amorti, mais si on regarde la durée, c'est presque la même durée de QRS. Donc, il n'y a pas, en tout cas, d'aspect clair de préexcitation. Même si, moi, je pense que la réponse E est tout à fait valable. La réponse F, c'est un BAV du deuxième degré paroxystique associé à un pair court sans préexcitation ventriculaire. Il y a 25% qui ont donné les réponses. Moi, je pense que les deux réponses me paraissent, les deux réponses E et F me paraissent correctes, comme donc trouvé la plupart d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a un commentaire. Est-ce qu'on peut voir les résultats? Tu peux partager les résultats? Ah oui, bah, moi je l'ai commandé sans partager. Oui, c'est ça les résultats. Voilà. C'est le E et le F qui ont effectivement remporté le sondage et c'est plus en faveur de ça, effectivement. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un avis rythmologique ou un avis cardiologique par rapport à, enfin, un avis d'un collègue par rapport à cette ECG. Celui qui veut intervenir peut activer son micro et parler directement. Voilà. Oui, professeur? Oui, allez-y. Oui, c'est Dr Benjar. Comment expliquons-nous la différence surtout sur l'amplitude des QRS? Je ne sais pas. Alors moi, quand je regarde, quand je regarde, effectivement, ici, tu as vu, ici, le pair paraît normal. Ici, le pair, là où le QRS est différent, on a un pair qui est un peu plus allongé que le pair normal. Est-ce que vous avez vu ça? Vous voyez mes flèches, non? Oui, on voit très bien. D'accord. Et là, ce complexe-là, et celui-là aussi, on a l'impression qu'il y a un complexe ventriculaire, en tout cas un complexe qui est prématuré par rapport au rythme de base. Si on considère que le rythme de base, c'est de là à là. Même le rythme de base est difficile à déterminer ici. Bon, c'est l'intérêt de toujours faire un tracé long. Même avec le tracé long, on ne voit pas deux PQRS qui se ressemblent et qui se suivent. Donc, c'est difficile de voir le rythme de base. Mais celui-là, ce complexe-là, paraît un peu prématuré quand même. Celui-là aussi ressemble à celui-là, mais lorsqu'on regarde le pair, il y a toujours un pair qui se normalise pratiquement par rapport, enfin, qui est un peu plus long que le pair classique du patient. Si on considère que c'est ça, le pair classique du patient. Donc, moi, je pense que ça peut-être, ça peut expliquer, ça peut être une explication, et ça, ce serait plus en faveur même de la réponse E, parce que parfois, si le pair est normal,
l'aspect de QRS se modifie. Si le pair est court, ça veut dire que c'est la participation de la pérexcitation. Comme ça, on peut raisonner comme ça. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou si tu es d'accord avec ce que j'ai dit. J'ai une préoccupation, professeur. Oui. C'est Armel. En fait, le grand prévu. Ma préoccupation, professeur, c'est que l'aspect du QRS me pose problème pour la préexcitation. Donc, parce que je ne vois pas l'aspect l'onde d'état, mais je me demande plutôt si on n'est pas en face d'un PR court sur un bloc préexistant, sur un bloc de branche préexistant. Parce que moi, je suis un peu embêté avec l'aspect du QRS, parce que ça me donne plutôt l'aspect vraiment, pas d'une onde d'état, mais plutôt l'aspect d'un QRS de bloc de branche. Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que moi, de prime abord, je pense qu'il n'y a pas... De prime abord, ça ne fait pas trop onde delta. Cet aspect de QRS, vous voyez, c'est un peu élargi, c'est élargi jusqu'en haut. Alors que si c'était une onde delta, ce serait peut-être juste la base de QRS qui serait élargie. Exactement. C'est ça l'intérêt, d'où l'intérêt de cet électro qui est un peu atypique. Okay. Donc, voilà. Alors, un autre avis avant qu'on avance? Oui. Bonjour. Oui. Oui. Voilà, c'est Majida. Ça va, vous allez bien? Ça va bien, merci. On retrouve nos camarades de nos anciens de Dakar. Est-ce qu'on ne voit pas une onde delta en AVL? En AVL, oui, sur le premier complexe. Le premier là, et le cinquième. Là aussi. Oui. Ouais, là aussi, oui. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous voyez, les gens, ils ont un œil qui est fin. Donc là, effectivement, ça peut faire l'aspect, vous voyez, c'est différent de ce qu'on a. Et quand on regarde ici et là, la différence, c'est que l'onde pair, le pair est différent du pair habituel, si on considère que ça, c'est le pair habituel du malade. Ouais. Le pair est différent du pair habituel. Donc, c'est ça. Donc, c'est entre E et F, quoi. C'est une bataille. Hein. Qui est E, qui est F. Toi, tu es E, hein. Majida, tu es E, c'est ça. En fait, moi, j'étais en train de regarder, je n'avais même pas répondu. Ok. C'est bien. Alors, d'autres avis? D'autres avis où on avance? On a mis assez de temps sur l'électro. On avance. On peut avancer. Tu peux arrêter le partage des résultats. D'accord. Voilà, parfait. Donc, la décision est ouverte. Hein. Nous, on ne vous donne pas la solution. Hein. On discute et puis on va voir. Maintenant, le CG, bon, ça c'est ça. C'est la question. Voilà, mais maintenant, son ECG avant la crise. On a eu la chance de voir dans ces documents le CG avant la crise. Et aussi, on a vu aussi son Holter ECG qui a montré des salves donc de TV. Malheureusement, on n'a pas pu sauvegarder les images, mais voilà son ECG antérieur à la crise. Et vous voyez ici, on a quand même un rythme de base qui est net, donc c'est tout à fait régulier. Le pair est court. L'onde delta dont on parlait tout à l'heure, on ne voit pas nettement. On voit plus un élargissement de QRS. Je ne sais pas s'il y a une question. Voilà. Bon, je suis en train d'anticiper sur le sondage. Hein. Alors, cet ECG montre quoi? C'est possible de revenir sur le tracé précédent. Ah, prof. Je m'excuse, je viens de me réveiller. Le grand rythmologue est là, donc on écoute bien. Voilà. Prof, c'est ça? Non, le tracé, oui. Oui, c'est lui-là. Okay. C'est bon, ça me va. C'est bon? Ok, là on avance. Et voilà le sondage maintenant. Alors, ECG2. J'ouvre le vote. C'est bon, vous voyez bien le CG, non? Malgré le vote ouvert. Vous pouvez le déplacer, hein, comme l'a dit Mounir.
Alors, les gens ont répondu vite. Hein. Trop vite pour certains. Ouais. Alors, on va laisser 2 minutes. Les gars, il faut y aller. Pour le moment, il y a 58 votants, 58% de votants. 58%. 60. C'est anonyme, ne vous en. Il y a 65% de votants. On va mettre fin au vote et montrer les résultats. Alors, partagez les résultats. Vous voyez qu'il y a toujours la tachycardie ventriculaire qui revient. Mais comme je l'ai dit tantôt, je pense que ici, clairement, les QRS sont certes élargis. Il y a certes une tachycardie, puisque la fréquence est autour de 100 pratiquement. Ce n'est pas une grande tachycardie. Ensuite, il y a quand même une association, comme je l'ai dit. Parce que devant chaque QRS, il y a une onde de paix. D'accord? Même si le pair est court, mais devant chaque QRS, il y a une onde de paix. Il n'y a pas de concordance d'axe de V1 à V6, puisqu'on a toujours une négativité en V1, V2. Après, il y a un complexe transitionnel et puis jusqu'à V6. Donc, ce n'est pas l'aspect qu'on retrouve dans les tachycardies ventriculaires. Je pense qu'on peut exclure une tachycardie ventriculaire. Alors, une préexcitation ventriculaire, il y a 39% de collègues qui ont répondu à une préexcitation ventriculaire. Devant le pair court, j'imagine, et devant le QRS qui est large. Donc, je pense on ne peut pas donc refuter ce diagnostic. Il y a une hypertrophie ventriculaire gauche de type, donc on avait dit une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique. Voilà, là il y a 61% des gens qui ont répondu pour cela, parce qu'il y a des arguments en faveur d'une hypertrophie ventriculaire. Si on regarde, si on mesure on a de grandes zones R ample en V1, des zones S profondes en V6. Mais si vous retenez le diagnostic de préexcitation, il sera difficile de faire la preuve d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc c'est ça un peu la difficulté. Alors la tachycardie jonctionnelle
là, souvent, dans la tête disjonctionnelle, il y a les ondes de paix sont rétrogrades, donc ne sont pas antérogrades comme ici. Donc, je pense que ça aussi, c'est un diagnostic à éliminer. Donc, c'est entre B et C. Alors, le débat est ouvert. Par rapport aux autres membres du groupe et aux autres collègues, qu'est-ce que vous pensez des réponses et les éléments apportés? Voilà. Oui. Bonsoir. En faveur de la pré-excitation sur l'ECG, au niveau des précordiales DK2, 5, D6, on a aussi un changement d'amplitude avec un PR qui semble plus court au niveau du deuxième complexe, en D4, là où il y a le point rouge là. On a un changement de morphologie. On a une alternance CQRS. D'accord. Donc, vous pensez, vous pensez plus à une préexcitation? Oui, le B est beaucoup plus probable. Le B est beaucoup plus... Le C. Le B, pardon, le B. D'accord. Le B. Oui. Une préexcitation. OK. D'autres avis? Regarde, si on regarde... Demander pourquoi, quand on a la préexcitation, c'est difficile de faire la preuve de on vous entend mal, hein? Allô? Oui, c'est Daniela. Bonjour, professeur. Ah, Daniela. Bonjour. Bonjour, Daniela. Oui. Alors, je voulais demander pourquoi, quand on a la préexcitation, c'est difficile de faire la preuve de l'hypertrophie ventriculaire. Parce que très souvent, quand on a une préexcitation, si vous enlevez la préexcitation, le QRS est complètement modifié, puisque le QRS ne passe pas par les voies de conduction normales, il passe par une voie donc, qui n'est pas spécialisée, qui peut élargir et qui peut allonger donc, les amplitudes. Et le plus souvent, quand on fait l'ablation de la préexcitation, on retrouve un QRS complètement différent en fonction de la localisation du foyer, donc du faisceau accessoire, en fonction de la localisation. Donc, c'est ça qui fait que c'est difficile donc de faire, en tout cas, ce qu'on a Et ça, ce sont des arguments après ablation. Je veux dire, sur l'électrocardiogramme ici, comme ça. Oui, mais parce que quand on parle de Sokolov-Lyon, Sokolov-Lyon, il a décrit son indice pas sur une préexcitation, mais sur un patient sans préexcitation. S'il est à la préexcitation, ça modifie, ça peut modifier de manière, ça peut le modifier. On ne peut pas être sûr qu'il y a une hypertrophie ventriculaire. Donc, si on retient le diagnostic de syndrome de préexcitation, il peut paraître difficile de parler d'hypertrophie. Même si ici, devant les ondes de T qui sont profondes, etc., devant les QRS qui est très ample, donc on peut penser qu'il y a une hypertrophie. Mais de manière classique, ça, c'est ce qu'on retient. C'est-à-dire qu'il y a une préexcitation, ça peut rendre difficile. Donc, les critères ne sont plus les mêmes pour retenir une hypertrophie. Ouais, voilà. Et même une nécrose aussi, hein, parce qu'on a souvent des aspects de pseudonécrose, etc. D'autres avis? Voilà, je sais pas, c'est juste peut-être préciser que, en fait, les critères d'hypertrophie ventriculaire gauche correspondent à une situation où la dépolarisation est normale et elle a été faite par les voies nodo-iciennes normales. Lorsqu'on a une préexcitation, en fait, de fait, on n'est absolument plus sur le même mode de synchronisation entre les deux ventricules. Et ça modifie complètement les QRS. Et l'autre chose, c'est que la conduction intraventriculaire en elle-même modifie l'amplitude des complexes QRS. Et donc, c'est pour cette raison-là, un bloc de branche gauche le ferait aussi, une préexcitation le fait aussi. On n'a plus une préexcitation par le faisceau 10 et ça modifie complètement l'approche vectorielle, ce qui fait qu'on n'a absolument plus les mêmes critères. Et ce qu'on aura mesuré ne correspond simplement pas à ce qu'on mesurerait sur un rythme classique sinusal. C'est des critères effectivement complètement non applicables. Et nous, en pratique, on le voit. Hein, parce que quand on ablate ces malades, quand on ablate un malade qui a une préexcitation, mais le QRS est complètement modifié. Hein, complètement. Il devient fin, il peut même changer d'axe. Il change d'axe complètement. Toute la morphologie est différente. Et ça, c'est le vrai QRS du patient. Donc, en situation normale. L'autre QRS, c'était une situation pathologique. On le voit en pratique.
d'autres avis? Vous voyez que ce n'est pas simple en ce patient. Est-ce qu'on avance? Oui, on avance. Tu peux arrêter le partage. Bon, non, mais on avance, on retient quoi finalement? Mais on retient... Moi, je pense on peut penser qu'il y a une préexcitation ventriculaire. L'hypertrophie ventriculaire gauche, comme pour les raisons dont on a parlé, on ne peut pas le retenir pour le moment. Il faut éliminer une préexcitation ventriculaire. Ouais. Mais ça, c'est du vécu. Ça veut dire que ce n'est pas dans un bouquin qu'on a pris, c'est un patient qu'on a reçu. Et nous, on partage nos problèmes. On n'a pas la solution. Hein. On partage nos problèmes et on discute entre spécialistes, on discute. Maintenant, nous, on pense qu'on peut effectivement penser que ce malade a une préexcitation. Mais le problème, c'est il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour une syncope et il a des troubles de la conduction sévère. Vous avez vu? Il a des troubles de la conduction sévère. Donc, on va avancer dans le raisonnement. C'est bon? C'est bon, merci. L'intervalle PR. La mesure de l'intervalle PR. Alors, la mesure de l'intervalle PR ici... Ça... Limite quoi? 0, 12, 13. Oui, limite. 14. Oui, voilà, limite, vraiment. Limite pathologique. Parce que quand on regarde 20, même on a l'impression que le PR est normal. Regardez ici. Bon. Alors, on avance. Mais parce que remarque, les QRS ne se ressemblent pas aussi. Hein? Oui. De temps en temps, si le pair se modifie un peu, vous voyez ici, par exemple, ce pair-là. En 24, par exemple, on voit que celui-là. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, ce QRS-là est un peu plus fin que celui-là. Mais chaque fois que c'est plus long, vous voyez que le pair est un peu plus court. Ici, le pair est plus court que ici. Vous voyez, non? Vous voyez? Oui. Donc, alors, ici, le QRS est plus fin. Et ça, on le voit dans la préexcitation, on le voit. Hein, parce que la préexcitation, ça peut disparaître, ça peut revenir, en fonction du degré de pénétration donc de l'influx à l'intérieur de la voie accessoire. Merci. OK, on avance. Alors, holtère antérieur, salve de tachycardie ventriculaire. Il a eu quelques holtères. Malheureusement, on n'a pas pu tirer. Alors, quelle est la conduite devant ce patient? Maintenant, je vous rappelle le contexte. Hein. On vous a amené un patient de 47 ans qui a eu 2 morts subites dans sa famille et qui est tombé en syncope sur son enfant de 5 ans. Un tableau dramatique avec des épisodes antérieurs. Il faisait des syncopes. Tout le monde a peur. Et on nous l'amène. Quand on l'a scopé, on est tombé sur le premier tracé électrocardiographique, celui-là. Un aspect comme ça. Parfois, il passait complètement en asystolie et ça revenait. Donc, j'étais avec Taban et Sangaré, ils peuvent confirmer. Chaque fois, ça passait. Parfois, il y avait une pause très longue et le complexe revenait. Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ouvre les... Vous regardez, implantation de pacemaker double chambre sans délai, mise en place d'une sonde temporaire en attendant exploration, faire échodoppler cardiaque en urgence, faire un holter ECG. Donc, on ouvre le sondage. Alors, 3 minutes. Télécommande.
Oui, je pense que c'est bon. D'accord. Donc, on arrête le vote et on partage les résultats. Alors, 13% mettent un pacemaker double chambre. 64% mettent une sonde temporaire en attendant d'explorer. 64%. 42% font une échodoppler en urgence. Et 20% font Holter ECG. Alors, moi, j'avais une question. Je devais même mettre une question supplémentaire. C'est-à-dire, ceux qui font le Holter ECG, ils recherchent quoi exactement? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Pourquoi faire un Holter? Parce qu'on a un trouble de la conduction sévère qui nécessite, qui a une indication de classe d'implantation au moins, en tout cas au minimum d'un pacemaker. On a des salves de tachycardie ventriculaire non soutenues sur un Holter précédent. Donc, est-ce qu'on n'a pas tous les éléments dont on a besoin pour ce malade par rapport au Holter? Donc, ça, c'est la question que je me pose. Bon, l'implantation d'un pacemaker double chambre. Bon, on a, le patient, je le rappelle, est venu il a fait une syncope. Au moment de son arrivée à Dantec, il a fait une syncope sur table. Et lorsqu'il a fait une syncope, on a vu le tracé, il était en BAV. Il était en assise solide, des zones de PPPPP, pas de QRS. Et donc, il a fallu masser pour que les QRS reviennent. Donc, on a une syncope critique avec le mécanisme de la syncope. Au moins, ça c'est clair. Bon, maintenant, 64% des gens, ils disent qu'il faut mettre une sonde temporaire en attendant les explorations. L'avantage de cette option, c'est que la mise en place de la sonde temporaire va régler le problème aigu en attendant d'y voir plus clair, puisque l'électrocardiogramme est quand même un peu bizarre. L'électro de ce malade, ce n'est pas un électro classique de quelqu'un qui fait un BAV seul, isolé. Là, je pense que c'est une attitude sage. Ceux qui veulent faire une échographie en urgence, là aussi, je pense que les dernières recommandations disent qu'avant de mettre un pacemaker, il faut tout faire, si c'est possible, rapidement. Jeter un coup de sonde parce que ça peut aider à choisir le type donc, de device qu'il faut mettre au patient. Parfois, c'est peut-être pas uniquement un pacemaker. Je ne sais pas s'il y a des... Sur le message, il y a Ousseinou Sidati qui réagit sur le message. Il met un Holter, il pose un Holter à la recherche d'une TV pour voir s'il faut mettre un triple chambre. Pour Oussama Sidati. Pour les autres, vous pouvez activer votre micro et parler directement si possible. Alors, une TV, à la recherche d'une TV, on a déjà un Holter antérieur qui montre des TV non soutenues. Et deuxièmement, si on a une TV chez ce malade, ce n'est pas une indication de triple chambre. Le triple chambre, je le rappelle, il faut une désynchronisation électrique, ça veut dire un aspect de bloc de branche complet, une fraction d'éjection basse, c'est-à-dire inférieure à 35%, chez quelqu'un qui est symptomatique ou post-symptomatique avec un traitement médical de l'insuffisance cardiaque qui est optimal. Donc, c'est ça les indications donc du triple chambre. Donc, on n'a pas parlé de fraction d'éjection. Je voulais dire défibrillateur. Un DEF. Hein? Ah, défibrillateur, d'accord. Voilà, un DEF. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à la pertinence du Holter pour choisir de mettre un DEF. Mais on a déjà des épisodes de TV non soutenus. Donc, pour Sidati, il faut mettre un DEF à ce patient. Oui. Mais avant de mettre les défibrillateurs, il faut d'abord commencer par l'échographie, qui est facile, rapide. Et donc, je pense même que c'est obligatoire. Donc, Président dit que l'échographie est obligatoire. Oui. Je pense que le Président a d'autant plus raison qu'au stade où on en est, le patient peut faire une syncope pour plusieurs raisons. Voilà. Il peut faire une syncope parce qu'il fait un trouble conductif paroxystique. Mais ça, par contre, on l'a vu, professeur. Oui, c'est ça que j'explique. Je donne les différents items. Oui. Il peut faire une truc parce qu'il a fait une TV.
Il peut le faire parce qu'il fait une FA, par exemple, sur une préexcitation. Et puis, il y a une histoire qui est importante aussi, c'est le terrain familial. Moi, j'aurais un commentaire à faire sur, même si le père était relativement court, même si le père est court, ça peut être une CMH. Je rappelle qu'il y a des CMH. Prof, vous voulez faire quoi? J'anticipe, voilà. J'en reste là. Non, je dois, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez-y, prof. Donc, je reste à mon commentaire sur le fait que il ne faut surtout rien lui faire de définitif. Parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de définitif sans avoir exploré mieux ce patient, parce que les hypothèses restent encore ouvertes. C'était ça l'idée, en fait. D'accord. J'attends le commentaire de la fin. D'accord. Donc, je reviens encore. J'insiste encore sur l'échographie, car je peux éliminer une cardiopathie congénitale vieillie. N'oublie pas cela. Comme le prof vient de dire, je peux rechercher une cardiopathie hypertrophique. On a même vu des patients qui ont une non-compaction du VG qui ont présenté des mêmes tableaux que ces différents électrodes que nous avons vus. Donc, je pense que l'échographie est l'examen primordial pour ces patients. Fondamental, d'accord. Bon. On est tous d'accord que rien de définitif est échographie en premier. Parce que de toute façon, le Holter, on a des éléments du Holter. Hein. On a quelques éléments du Holter. Et on ne met pas on ne met surtout pas, on ne se jette surtout pas sur le malade pour lui mettre un pacemaker double chambre. D'accord? Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais quelqu'un écrit sur le... Je ne sais pas si vous voyez ça. Hein? Il y a du rouge sur le... C'est pas moi. Hein? Allô? Allô, nous écoutons, prof. Vous entendez, hein? Bon, c'est bon, on va avancer. Alors, voilà son échographie, les amis. Allô? J'ai bien fait de me taire, alors. Vous voyez, le problème, c'est quand vous mettez... Donc, c'est notre argument d'HVG, là, il était là, hein? Oui, c'est pour cela que j'ai nuancé. Tu as vu que j'ai nuancé, non? Mais bon. Bon, alors, je laisse un grand échographiste commenter ces images. Oui. Est-ce qu'il y a un échographiste dans le groupe qui va nous commenter ces images? Nous voyons qu'il y a une hypertrophie concentrique majeure. Et puis, on a un SAM, OTM. On voit une accélération du flux en 4 cavités. Et on a un SAM. Donc, nous avons pratiquement tous les éléments d'une CMH. Une CMH vraie. CMH. Oui. Avec un gradient. Avec un gradient. Oui. Oui. CMH s'approche H sur L supérieur à 1 gradient SAM et tout en sabre. L'aspect en sabre. Je vais ajouter un élément important aussi. J'aimerais ajouter un élément important. Il y a Aras qui parle d'aspect en lampe de sable sur le... L'hypertrophie. Fais-moi. J'aimerais ajouter un élément important à l'échographie, surtout l'hypertrophie ventriculaire droite, qui est très important. Oui, ici, l'épaississement du ventricule droit. Donc, c'est un match biventriculaire. Hein? Oui. Probablement un type 4 de marron, hein? Tout à fait. C'est bien. Alors, c'est bon? Moi, je ne comprends rien, vos types 4, tout ça là. Je sais qu'il y a une CMH, c'est clair. Il y a un SAM, il y a un lampe de sable. Alors, c'est bon? On peut avancer? Oui. Je voulais juste demander, au niveau du Doppler, ce qu'on a entouré en rouge, c'est quoi? Non, c'est quelqu'un qui s'amuse. Hein? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'amuse dans le groupe. Je pense que quand vous touchez, ça modifie un peu. Non, quelqu'un a piraté le système. Si quelqu'un a fait d'écrire sur son écran. On passe? Oui. Juste que quelqu'un, voilà, il faut que les gens s'abstiennent de... Oui. D'écrire sur l'écran, c'est ça. On avance? Oui. Bon, ça, je vous montre juste ça pour montrer, pour amuser la galerie. Ce n'est pas le même malade. C'est des images que Morbey, puisque lui, c'est un imageur qui m'a... Je voulais des images dynamiques, mais c'est d'autres patients qui ont des cardiomyopathies hypertrophiques. Mais chez le patient,
il y a un épaisseur du septum à 31 mm, paroi postérieure 28 mm et un gradient moyen à 54 mm de mercure. Intraventriculaire. C'est obstructif, ça. Donc, c'est ça. Oui, obstructif, voilà. Donc, alors là, il n'y a pas de vote. Je vais avancer. Alors, voilà les recommandations de la Société européenne sur l'électrocardiographie. On revient sur les aspects électriques. Donc, l'électro-ECG 12D est recommandé chez les patients qui ont une CMH pour aider le diagnostic et aussi pour avoir une idée donc, du diagnostic étiologique, de l'étiologie de la CMH. Aussi, Signatel l'a dit, hein, d'autres aussi l'ont dit, l'intérêt du Holter ECG chez ce malade. Donc, parfois même, on ne va pas se contenter de Holter 24 heures, mais on va faire un Holter 48 heures. Donc, pour regarder, est-ce qu'il n'y a pas d'arythmie. L'arythmie peut être au niveau atrial, il peut faire de la fibrillation atriale, il peut faire de la fibrillation ventriculaire, il peut faire de la tachycardie ventriculaire, etc. Et donc, malheureusement, il y a quelqu'un qui écrit sur son écran. Je ne sais pas, Mounir, comment on enlève ça. Ou bien je sors, je reviens. Parce que ça gêne un peu. Ça ne gêne pas. On peut continuer en attendant. On peut continuer, d'accord. Alors, le père court dans la... Ça, c'est les aspects électrocardiographiques du CMH, de la CMH, la cardiomyopathie hypertrophique. Le père court avec ou sans préexcitation est retrouvé. Donc, c'est retrouvé habituellement dans les pathologies, dans les CMH avec pathologie de surcharge, notamment la maladie, les désordres mitochondriales ou la maladie de Fabry. Les blocs auriculoventriculaires aussi ne sont pas rares. Ils sont retrouvés dans ces mêmes étiologies, c'est-à-dire la maladie de Fabry, etc. On peut penser à ces anomalies-là, mais pour cela, il faudrait faire donc un test génétique à la recherche de mutations sur le gène codant PRKAG2. Il y a aussi, bien sûr, la classique hypertrophie ventriculaire gauche. Le voltage même peut être retrouvé dans la CMH, notamment dans les CMH de surcharge, notamment dans l'amylose, par exemple. S'il y a un dépôt amyloïde, il y a une réduction des flux myocardiques, ce qui va entraîner donc un amortissement de l'amplitude des complexes QRS. Ça aussi, c'est le voltage bas des QRS qui peut être retrouvé dans la CMH. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir toujours cette classique hypertrophie ventriculaire gauche. On peut avoir une déviation axiale extrême. On a aussi, classiquement, c'est toujours dit, c'est l'aspect de pseudonécrose, notamment en inférolatéral et en antéro-apical. Donc, on retrouve un aspect donc, de Q donc, qui est retrouvé et on peut avoir un sus-décalage atypique du segment ST au niveau des précordiales. Donc, voilà un peu les aspects électrocardiographiques qu'on peut retrouver. Mais vous voyez, c'est extrêmement divers et varié. Vous voyez qu'il y a le raccourcissement de PR est décrit. C'est une entité qui est décrite, mais elle peut être associée à une préexcitation ou non. Parfois, il peut y avoir une voie accessoire, mais parfois, il y a ce qu'on appelle une conduction rapide sur la voie nodo-icienne en cas de cardiomyopathie hypertrophique. Et cette conduction rapide au niveau à travers la voie nodo-icienne fait que le PR est raccourci sans qu'il y ait une préexcitation. Ouais. Donc, moi, a posteriori, je pense plus que le patient est dans ce groupe de, c'est-à-dire PR court sans onde delta. Mais en regardant tout de suite, durant l'exposé, je vois qu'il y a une modification du QRS en fonction d'intervalle PR. Ça peut augurer de l'existence d'une préexcitation. Donc, c'est ça l'intérêt un peu de discuter et d'échanger avec mes collègues. Bon, je ne sais pas s'il y a un commentaire pour les autres, les commentaires sont couverts par rapport à ces aspects. Le CAT. Oui. Peut-être avant la CAT. Ouais, on va y venir. Voilà, peut-être avant la CAT, je voulais juste revenir sur cette sémiologie-là de ce patient. C'est pourquoi je posais la question de l'intervalle PR, qui n'était pas en réalité affreusement bas,
Ça, c'est un. Et la deuxième chose, du point de vue sémiologique, je crois qu'il faut vraiment retenir chez ce patient, c'est que même si l'intervalle PR était, on va dire, court, on voit qu'il était... On ne vous entend plus, professeur. Vous l'entendez? Moi, je ne l'entends plus. Je pense qu'on l'a perdu. Hein? On l'a perdu. Le temps qu'il revienne, tu peux continuer. Alors, allez-y, Adam. Vous pouvez On l'a vous perdu. Donc, vous voyez, le père avait... Oui, prof, on vous avait perdu, si vous pouvez revenir. L'intervalle PR était relativement court. On vous entend mal. Il a un problème de connexion. Je pense, Adam, tu peux continuer. Le son ne passe pas. Voilà, le son ne passe pas. Ah. Non, c'est pas très clair. Oui, là, c'est mieux. C'est mieux si vous pouvez. Oui, c'est mieux. C'est rare, c'est décrit. Hein? Vous voyez, symptomatique bradycardie, des BAV symptomatiques qui sont liés à une dysfonction du nœud auriculoventriculaire sont relativement fréquentes dans la cardiomyopathie hypertrophique. Et ils disent ici que les BAV qui surviennent sur ce terrain, il faut les traiter selon les recommandations des 5 liés au BAV de la Société européenne de cardiologie. Et si on se réfère à ces recommandations-là, ce patient-là devait bénéficier d'un pacemaker. Mais on va revenir, ce n'est pas si simple que ça. OK, donc voilà, ça aussi, c'est quelques études pour vous montrer que ce n'est pas si rare que ça. Les troubles de la conduction sévères, donc on retrouve dans la cardiomyopathie hypertrophique. Ça, c'est une étude de la pitié salpêtrière où on retrouvait donc 33% de blocs auriculoventriculaires et 77% de préexcitation donc, chez les patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, vous voyez que ce n'est pas si rare que ça. Alors, maintenant, quelle est la conduite à tenir devant les résultats de l'écho? Je vais ouvrir le sondage. Quelle est la conduite à tenir? Alors, attends. Ça, c'était... Ouais. J'ouvre le vote. Hein. C'est bon? Ça apparaît, c'est bon? Oui, c'est bon, professeur. Alors, 2 minutes. C'est le diapo du mardi, hein, pour les anciens. Ils savent ce dont je parle. Hein. Et pour nous, c'est coupé, hein? Ablation 2, c'est pas complet. Alors, ablation de la voix ce soir. OK, et le B? Le B, implantation du défibrillateur est mise sous bêta-bloquant. OK, d'accord. Ça, c'est la caméra pour moi. Sans mettre un pacemaker double chambre. 57% implantent un défibrillateur automatique implantable et mettent un bêta-bloquant. C'est la majorité. 30% vont essayer quand même de...
Adama partage les résultats. Ah ouais, ok. Donc, 30% implantent, donc je reprends, 11% implantent un pacemaker double chambre, la majorité implante un DEF et mettent un bêta-bloquant, 30% vont implanter un DEF et essayer quand même d'ablater la voie accessoire, et 13% vont attendre les résultats du Holter ECG pour prendre une décision. 13%. Voilà. Je pense que on va avancer et puis pour donner les arguments qu'il faut pour la conduite à tenir. Après, on va revenir, mais on va avancer. Alors, les recommandations de... Donc, ça, c'est... Normalement, quelqu'un qui a une cardiomyopathe hypertrophique, on doit scorer son risque de mort subite. Et le score de risque de mort subite est disponible au niveau de tous les smartphones. Même si vous allez sur Google, vous mettez score de risque CMH, vous pouvez remplir et puis votre patient et puis avoir le risque. Même si ce score est décrit dans la communauté épidémiologique, il y a donc beaucoup de collègues qui ne sont pas trop d'accord parce qu'ils disent que ce score est insuffisant et n'est pas très pratique parfois. Mais si vous regardez bien, il y a l'âge qui est retrouvé. Il y a donc la taille maximale des parois, la paroi la plus épaisse. Il y a la taille de l'oreille gauche. Il y a le gradient max. Il y a l'histoire familiale de mort subite. La présence de PV non soutenu, vous voyez ça, c'est le du Holter. Donc la présence d'une syncope inexpliquée. Donc, quel est le score chez ça? Je le rappelle, il a 47 ans. Il a un septum à... Non, ça, c'est plus que ça. Hein. On avait plus que ça, plus que 18. Donc, je vais revenir. Il a 47 ans, il a un septum 31. À 31 mm. 31, voilà. 31, un gradient à 54. Donc voilà, on va avancer, on revient. 31, gradient 54. Donc, il a une mort subite chez la tante et l'oncle. Il a une tachycardie ventriculaire non soutenue au Holter. Et il a une syncope, mais qui est expliquée par des troubles de conduite. Alors, comment vous le scorez? Chacun peut le faire et puis donner la valeur. Tu as trouvé combien? Vous avez trouvé le score sur le smartphone ou sur Google? Donc, Richie a trouvé 9,25. Allô, vous m'entendez? Oui, pauvre, on t'entend. On vous entend, oui. On voit le centre les deux écrans, en fait. D'accord. Mais Armel, tu as trouvé combien? Armel? Pardon? Tu as trouvé combien? Non, je n'ai pas encore pu calculer. Ah, d'accord. OK. Bon, je pense que si on met l'âge, si on met tout, on va tomber sur 9,25. 9,25. Alors, 9,25, ça correspond à quoi? Un peu les éléments l'histoire, les éléments écho, les éléments Holter ECG, l'âge, la syncope, etc. Et donc, ici, vous avez le risque est faible lorsque c'est 4%. Le risque est intermédiaire, c'est entre 4 et 6%. Et le risque est très élevé lorsque c'est supérieur ou égal à 6%. Donc, vous voyez, notre patient se trouve ici sur un risque de mort subite élevé. Et donc, chez ce malade-là, à cause de cela,
il y a une indication claire de mettre un défibrillateur automatique implantable. C'est ce que nous lui avons proposé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, professeur. Oui. C'est Bambatine. Oui, Bamba. Oui, le défibrillateur implantable est non discutable. Maintenant, les bêta-bloquants, avec les troubles de la condition quand même majeure qu'on avait vu, est-ce que c'est une bonne idée? Mais oui, parce que tu as une soupape de sécurité, puisque le défibrillateur a une indication de pacemaker. Il faut savoir que tous les défibrillateurs ont la possibilité et le font, ils stimulent. Donc, tu as une soupape de sécurité qui te permet de mettre les bêta-bloquants, puisque chez ce malade, les bêta-bloquants peuvent avoir un intérêt quand même. Et puis, même le défibrillateur, il faut préférer ce qu'on a fait, c'est-à-dire mettre un défibrillateur double chambre pour jouer sur le remplissage ventriculaire avec les délais auriculo-ventriculaires. Donc, ça, c'est autre chose. Dans la programmation, on peut le proposer, puisque avant même, on le donnait, on le mettait comme traitement, même s'il n'y avait pas de trouble de la conduction. On mettait un pacemaker et on jouait sur le délai AV pour améliorer donc ceux qui ont une CMH. Bon, maintenant, c'est en pratiquement 2B3 dans les recommandations. S'il n'y a pas d'autres arguments pour mettre un pacemaker, ce n'est pas la peine de le mettre que pour ça. Mais si on arrive à mettre un défibrillateur ou un pacemaker, on a la soupape de sécurité pour mettre notre bêta-bloquant. On a aussi la possibilité de jouer sur le délai AV pour améliorer l'état fonctionnel de ce patient et pour réduire le gradient intraventriculaire. Donc, il y a des réglages à faire entre le programmateur et l'échographiste. D'accord, merci beaucoup. OK. D'autres questions? Professeur. Oui. Et je pense qu'il fallait préciser alors défibrillateur double chambre, un DEF double chambre dans les questionnaires. Oui. Hein? Allô? C'était ça mon inquiétude. Hein. Je pense que c'est juste un défibrillateur sans monochambre, quoi, qui a juste fonction de DEF. Bon, DEF double chambre, non, alors. Non, si on met défibrillateur, après on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein. On peut mettre mono, double, après c'est la discussion. Mais moi, je n'ai pas mis défibrillateur monochambre, donc ma question elle n'est pas critiquable. Hein. Je pense qu'on peut mettre défibrillateur et puis après on choisit. Mais le choix, c'est même là, il faut réfléchir aussi sur le choix du type. J'ai dit tantôt, c'est quoi le choix et pourquoi? Pourquoi on a mis un double chambre chez ce malade? Le principe du défait acquis, maintenant, il faut discuter dans le type de défibrillateur qu'il faut lui mettre. Ok, d'accord. C'est qui, c'est Malik? Oui, c'est moi, professeur. Mais Malik, toi, tu es dans le groupe Rimo, tu aurais dû mettre ces réserves-là lorsque j'ai proposé le truc dans le groupe, non? Ou bien tu n'as pas eu le temps de lire. Désolé. Oui. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je ne sais pas si je peux faire mon petit commentaire. Oui, prof. Avec plaisir. Maintenant, c'est clair. Voilà. Maintenant, c'est clair. On a juste beaucoup moins à faire depuis le début. Mais... c'est reparti. Hein. Cardiographique de ce patient. Il était en rythme sinusal. Avec un intervalle prof, on n'entend plus bien. Peut-être mieux c'est le son, hein? Rapprocher. C'est le son. Peut-être se rapprocher du micro. Il n'y a rien à faire, hein. Je laisse tomber. Ça marche pas en direct. Non, allez-y. Ouais, est-ce que doit débrancher écouteur directement? Oui. Pas d'écouteur. Hein? Ah, c'est bon. Là, c'est bon. On vous entend mieux. Là, c'est bon. Ah, il y a du mieux, OK. Voilà, je voulais juste dire que même lorsqu'il était en rythme sinusal, avec un intervalle pair à 12 centièmes de seconde, des QRS aussi amples, ces zones T aussi négatives et profondes, vous pouvez parier que c'est une cardiomyopathie hypertrophique. Parce que vous regarderez vos électrodes de surexcitation classiques, vous verrez très rarement des choses comme ça. Après, il faut, Adam l'a rappelé, il y a certaines cardiomyopathies hypertrophiques, parce que là on est sur un phénotype hypertrophie ventriculaire, mais qui sont associées à des QRS très amples, et surtout avec un intervalle pair court. Le son, on ne vous entend plus.
C'est un problème des réseaux, je pense. Oui, bon, c'est pas grave. Oui, prof, on ne vous entend plus, malheureusement. Vous écrivez, prof, vous pouvez écrire sur le chat. Hein? Oui, oui. Comme ça, on va le lire. Là où c'est écrit converser, oui. OK. Bon, donc on avance sur le def. On a mis un def. Bon, maintenant, que proposer d'autre? Puisque le malade, comme, bon, d'aucuns parlent de préexcitation, est-ce qu'il faut aller explorer une préexcitation? On lui a mis le def. Est-ce que pour autant il est tiré d'affaire? Vous avez vu ces parois ventriculaires, hein? Bon. Donc, que proposer d'autre? À part les bêta-bloquants et le défibrillateur. C'est une question ouverte, ça. Je pense qu'il n'y a pas de sondage. Hein? C'est une question ouverte. Est-ce qu'il y a un avis ou deux? On prend un avis ou deux et puis... Oui, iPhone a levé la main. iPhone, c'est qui? On ne sait pas. Il peut prendre la parole. Il peut activer son micro. Non, juste pour faire l'enquête familiale chez ce patient. Oui. Il y a eu deux de sa tante, son oncle qui sont décédés de mort subite. Donc, l'enquête familiale, on va en parler à la fin. Effectivement, il y a des choses, mais on va y revenir à la fin. Voilà, merci. Donc, on propose l'enquête familiale, ça c'est une bonne option déjà. C'est ce qu'on l'a fait d'ailleurs, on va y revenir. Autre chose? C'est bon, Zapsid? On le laisse avec son def? Oui, professeur. Oui. Bon, on a mis le DEF, c'est bien, mais on met le traitement médical déjà. Oui. Et puis, si le patient reste symptomatique, c'est-à-dire que on peut avoir le DEF et tout ce qu'on veut, on a réglé le problème conductif et peut-être le problème rythmique aussi, mais il reste le problème hémodynamique. Voilà, donc c'est l'obstruction. C'est ça le problème. Donc, peut-être si le traitement ne suffit pas en termes de CMH obstructif, on peut aller à proposer des traitements invasifs, c'est-à-dire une ablation septale ou alors... Par voie chirurgicale, hein? Ouais. Une ablation septale, non, c'est pas par voie chirurgicale, c'est par cathétérisme. OK. Donc, une alcoolisation septale. Voilà, bon, c'est l'autre terme. Je suis plus habitué à l'ablation septale. Ou alors chirurgicale carrément, une résection myocardique. Mais tout ça, c'est si le traitement médical ne marche pas, hein, malgré tout. D'accord. D'accord. Prof? Oui. Prof, moi, je pensais que dans les recommandations, à partir d'un gradient ventriculaire à 50 mm de mercure au repos, c'était une indication d'emblée d'intervention, soit par alcoolisation septale, soit par myomectomie. D'accord, on va y revenir. De toute façon, les recommandations, c'est ce qui suit après. Mais effectivement, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra le proposer. Et puis, bon, si on le peut, effectivement, bon, on va voir, on va y revenir. Vous voyez ici, c'est ça les recommandations. On fait l'écho, on apprécie l'obstruction avec des manœuvres Valsalva et tout. Si on a un pic d'obstruction, si on a un gradient supérieur à 50 mm de mercure, on donne un traitement de l'obstruction. C'est-à-dire le traitement de l'obstruction, on va y revenir, quel genre de traitement. Si maintenant c'est inférieur à 50 mm de mercure, si le patient est symptomatique, on répète l'écho dans un an. S'il reste symptomatique, on peut faire donc une écho d'effort. Donc je pense maintenant on est tous outillés avec un vélo à l'intérieur du laboratoire d'échographie. On peut faire pédaler le malade tout en faisant l'écho pour apprécier le gradient à l'effort. Et donc c'est ce qu'on appelle l'échographie d'effort. Et l'échographie d'effort, lorsque à l'échographie d'effort l'obstruction est supérieure, ça révèle une obstruction supérieure à 50 mm de mercure, on fait le traitement de l'obstruction. Lorsque maintenant c'est inférieur, on donne le traitement médical, donc le traitement symptomatique. Donc effectivement, lorsque 50 mm de mercure, c'est le cutoff.
C'est le cut-off donc pour décider. Et donc, je pense que ici, oui. Pour la stratégie diagnostique, le message de Khan qui n'arrivait pas à parler sur le chat. D'accord, on va y revenir, non? Tu veux qu'on... Il a envoyé? Oui, bon, l'HVG typique, je pense que je reviens un peu en arrière sur la stratégie diagnostique avant de continuer sur la stratégie thérapeutique. L'HVG typique plus PR court avec onde T négative, il faudra discuter une CMH, notamment dans certaines formes Fabry et autres. 5 à 10% de préexcitation seulement sont associés à la CMH. Mais il existe des PR courts sans préexcitation. Donc ici, l'IRM, si l'écho n'est pas aussi typique, pourrait être envisagé car le CG est évocateur de CMH. Les QRS étant amples et les ondes très négatives étant très profondes. Le premier tracé, il pense qu'il peut s'agir de préexcitation, mais avec des fusions aussi et captures entre échappement ventriculaire et rythme de commande ventriculaire. Donc le CG, rien que cela, était assez caractéristique d'une CMH, en tenant compte de tous ces aspects-là. Effectivement, les fusions et les captures dont tu parles, c'est peut-être ça, ces aspects-là, effectivement, qui sont intermédiaires entre le complexe habituel, vous voyez. Donc, on peut aussi évoquer une préexcitation, comme l'a dit par exemple Majida. Il y a quelque part où on voit carrément quelque chose qui ressemble à une onde delta. Donc, c'est vraiment varié. Hein, ouais, c'est ça l'intérêt de cette présentation. C'est vraiment varié. C'est bon, on peut avancer, SG? Oui, vas-y. Donc voilà, maintenant pour régler le problème de l'obstruction, c'est ça, c'est comme ça, c'est soit de manière invasive, traitement chirurgical, on fait une ablation, une myomectomie au niveau septal, une myomectomie qui va améliorer donc le remplissage ventriculaire et donc baisser le gradient, c'est ça le résultat attendu. Ou bien si on y arrive, on ne peut pas le faire, on peut proposer une alcoolisation septale. Donc, créer une alcoolisation, injecter de l'alcool ici pour créer une nécrose au niveau septal en espérant avoir le même résultat, c'est-à-dire une nécrose ici, et puis donc une amélioration du remplissage ventriculaire et une baisse du gradient. Mais à cela dit, je pense que la cardiomyopathie hypertrophique, on sait que c'est une pathologie génétique, donc qui est sarcomérique et qui est autosomique dominante. Donc, avec une pénétrance de 60%. Donc, on ne peut pas avoir un malade comme ça et ne pas faire une enquête familiale. Alors, lorsqu'on a interrogé rapidement, le patient, il y a exactement le même tableau chez la mère. Et la mère, sa maman fait un tableau plus rythmique que le fils. Parce qu'elle, par contre, elle a des palpitations qui lui pourrissent la vie. Et lorsqu'on a fait le Holter, on est tombé sur des tachycardies ventriculaires, parfois même soutenues. Et donc, chez la maman, nous avons implanté un défibrillateur automatique implantable aussi. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier. On n'en a pas le droit de ne pas screener la famille. Donc, chez ces genres de patients. Alors, en résumé, pour résumer ce cas, donc, les aspects ECG d'une CMH, HVG de type systolique, on peut l'avoir avec des ondes T qui sont négatives mais amples, comme on a vu tout à l'heure. Un parcours avec ou sans préexcitation, je vous ai dit, il peut y avoir une préexcitation, il peut y avoir une conduction rapide sur la voie nodo-icienne liée à la cardiomyopathie hypertrophique. Il peut y avoir un bas voltage lorsqu'il y a une pathologie de surcharge telle que l'amylose, et il faut voir que c'est complètement différent de l'HVG. Le bas voltage, par définition, c'est le contraire. On peut avoir des troubles de la conduction et l'aspect de pseudonécrose en latéral, postérolatéral ou en antéroseptal. Donc, il faut aussi savoir que l'ECG peut parfois guider le diagnostic étiologique. Donc, comme c'est le cas ici, on peut penser que c'est probablement une maladie de Fabry, etc. Mais il faut, à ce moment, faire le test génétique pour la confirmation. Donc, voilà un peu le cas que le groupe Ritmo voulait soumettre à votre appréciation. Donc, on n'a pas voulu que ça soit trop long, mais pratique et puis avec des messages de fin clairs pour la pratique habituelle de la cardiologie. Je vous remercie et les débats sont ouverts. Et tu peux reprendre la commande là pour le... Merci.
Merci Adama. Je ne sais pas si professeur Khan maintenant, je pense si votre micro marche, vous pouvez prendre la parole et continuer les débats. Le commentaire était que l'électrocardiogramme en rythme sinusal, vous m'entendez? Oui. Hochez la tête pour que je sois sûr que vous m'entendez. Sinon... On vous entend. C'était juste pour dire que l'électrocardiogramme en rythme sinusal était un électrocardiogramme qui me paraissait suffisamment typique pour que l'écho ici était typique, mais même si l'écho n'était pas si typique que ça, on ne lâche pas ce diagnostic puisqu'on sait que l'électro est souvent beaucoup plus robuste dans le diagnostic de CMH que peut le faire l'écho dans certaines situations. Et donc aller plus loin, éventuellement jusqu'à l'IRM, convoquer la famille, faire l'enquête familiale. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, Adama l'a dit, un aspect comme ça, avec un intervalle PR court, ça peut être une préexcitation, mais je voudrais rappeler que même si on a des cardiopathies associées à la préexcitation, c'est Epstein, c'est CMH, ça reste rare, c'est 5 à 10%. Et en fait, le plus souvent, c'est PR court, mais sans préexcitation. Et c'est juste que vous ne lâchiez pas votre diagnostic et restiez sur votre diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. Et enfin, le dernier commentaire que je voulais faire, c'était sur le premier ECG, où ça pouvait effectivement être une sorte de accordéon, comme Adama l'a dit, par rapport à une préexcitation, mais ça pouvait être simplement une fusion entre quelqu'un qui fait du bloc auriculo-ventriculaire paroxystique, entre la commande supraventriculaire et un rythme qui, lui, proviendrait plutôt du ventricule, et donc il affine un tout petit peu le QRS. Donc c'est juste pour dire que depuis le début, et en mettant tout ensemble, le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique me paraissait quand même un diagnostic qu'il ne fallait pas lâcher. Et puis enfin, juste le commentaire, c'est pourquoi il a fait sa syncope. Il peut le faire pour plusieurs raisons. C'était ça que je voulais commenter grosso modo pour ce très beau cas, et merci encore. D'accord. Donc vous voyez, le prof, il avait le diagnostic dès le début. Hein. Pour cela, j'ai vite fait de le bloquer avant qu'il ne... D'où l'intérêt des locaux. Non, mais sérieusement, c'est des électros qu'il faut fixer dans sa mémoire, parce que c'est des diagnostics qu'il faut faire en voyant un électro parler, parce que, en fait, c'est des électros qui... Ouais. Tout à fait. Est-ce que Taban est là? Allô? Allô, oui, je suis là. Taban, tu as un commentaire, c'est ton patient. Tu te rappelles, non? Je me rappelle bien, mais je pense que professeur Khan les deux professeurs Khan ont tout dit. Je pense que vous avez bien présenté le cas. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Et vraiment, on a beaucoup appris là-dessus. Et surtout, je pense aussi, au tout début, on n'avait pas eu la préexcitation en tête. Hein, donc, on avait beaucoup d'arguments sur... que de la CMH. Que de la CMH. Exactement, que de la CMH. Après, il y a beaucoup de questions qui ont permis de revoir. Est-ce qu'on ne va pas rediscuter aussi d'une petite exploration pour éliminer éventuellement une préexcitation, même si le professeur Khan a dit qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais on a vu sur l'étude française qu'il y a quand même 77% de CMH, en fait, de préexcitation associée à une CMH. Et on a eu des cas, même nous, à Le Dantec, chez qui on a ablaté, avec une disparition de cette tasse, en fait, une tasse du PR court, une disparition de la préexcitation. Je pense aussi ça ne coûte pas grand-chose de mettre une ou deux sondes pour éliminer une préexcitation. Et je vous remercie encore à toute l'équipe rythmologique et au professeur Khan pour ces idées et cette présentation. Merci à vous. C'est bon? Oui, c'est bon, Adama. Bon, je ne sais pas s'il faut conclure. Alors, est-ce que le mois dans un mois, c'est-à-dire on sera dans le... Voilà. Adama, on te laisse conclure. Si le professeur Khan est encore en ligne, on vous laisse conclure, professeur Abdul Khan. Ouais, peut-être prof va conclure. Moi, je remercie tout le monde et je suis très heureux de voir que les gens sont connectés à Dakar. J'ai eu beaucoup de
de retour de collègues qui voulaient assister et qui ont finalement assisté. J'ai vu que les gens gardent le cordon ombilical et c'est extrêmement important. Et ça nous voit droit au cœur. Je laisse le soin au président de conclure la session. Merci. Merci Adama. Professeur Khan, Abdul Khan, si le micro marche, vous avez la parole. C'est bon, je vais pas de commentaire. Sinon, juste demander à ce que ça continue comme ça. Et féliciter l'équipe de Rideau. Merci. Merci à tous. Donc, on va se dire au revoir et au mois prochain avec le groupe de Rideau. Dans un mois. Voilà, parfait. Et merci à tous les amis qui ont été là. Allez, Président Traoré. Merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. J'espère que tu es présenté. Merci.